Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho, ravi de vous retrouver pour le neuvième et dernier numéro Mercato de cette intersaison 2025 qui aura connu quand même quelques scénarios assez épiques. Honnêtement, il y aura eu de la déception, il y aura eu un peu de hype aussi au démarrage en juillet pour au final terminer ce mercato avec donc 9 recrues comme je l'ai dit. Pour parler de cette dernière arrivée, celle de Charles Van Hout, tout jeune international belge, j'ai le plaisir un peu d'accueillir une nouvelle fois le couteau suisse. J'ai envie de dire, voilà, quand on a, j'ai pas du mal à trouver d'autres invités, mais quand, on sait qu'on a on a quelqu'un de régulier, quelqu'un qui maîtrise son sujet, voilà. Tu pourrais être titulaire à l'OGC Nice, Bertino, je te le dis. Voilà, ça manque de régularité, ça manque de garantie. Et tu vas nous parler d'un joueur, d'un championnat que tu suis pas mal. Déjà, je te salue et comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien, même si l'OGC Nice va moyennement bien, mais en tout cas, personnellement, ça va. Le travail continue, et puis toujours content de faire des émissions avec toi, surtout pour présenter des joueurs, donc hâte d'en parler. Alors, avant de parler du joueur et de parler en détail du deal, du profil, etc., on va dérouler un peu tout ça. Bertie, on sait que voilà, tu suis beaucoup de football. T'en fais même, tu cherches à en faire ton métier petit à petit, etc. On le sait, on connaît un peu ton parcours ici. 9 recrues, on se le disait avant, c'est un mercato quand même qui aura été important, autant dans le sens des arrivées que des départs. Là, au moment où on enregistre, on est le 4 septembre. Euh, on est un peu plus à froid maintenant, quelques jours après la fin du mercato. Quel est un peu ton ressenti global finalement sur cette période de transfert? J'ai un ressenti mitigé dans le sens où, au niveau des ventes, je trouve que le club s'est plutôt bien débrouillé. Pour le coup, il y a eu les ventes espérées et à des tarifs plutôt intéressants, notamment pour Guessant, Boulka et Buonanni. Par contre, au niveau des recrues pures, le mercato a été compliqué, Florian Maurice le disait, mais je suis pas convaincu pour moi de la manière dont ça a été géré, à la fois des investissements. On savait qu'il n'y avait pas énormément de moyens, mais je pense que le budget aurait pu être un peu mieux dépensé, un peu mieux réparti et du moins plus intelligemment. Et au niveau des profils ciblés aussi, je pense que ça manque un petit peu de garantie, surtout sur le front offensif où en fait il manque un peu ce joueur porteur de l'équipe et ça risque de nous manquer cette saison. Autant avec la venue de Van Aert au milieu, je suis un peu plus rassuré. Défensivement, avec les retours de blessures, ça devrait aller à peu près. Mais voilà, sur le front offensif, que ce soit sur les ailes ou en pointe, je trouve qu'on n'a pas ce joueur qui va faire des différences régulières et porter l'équipe. Et ça, pour moi, c'est quand même un gros frein pour espérer des grandes ambitions, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1. C'est vrai que Florian Maurice en parlait justement de ce joueur un peu comme Guessant qui pouvait te débloquer une situation avec un exploit individuel qui crée un décalage, etc. Il l'a dit, c'est des profils qui coûtent cher. C'est pour ça aussi que Guessant est parti pour 35 millions d'euros. Maintenant, c'est vrai que est-ce qu'on aurait pu espérer mieux dans l'idée où tu mets allez, en moyenne 6 7 millions par joueur? Ouais, bah, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Pareil pour Jansson, c'est un joueur que j'apprécie, hein, parce que je l'avais même présenté à l'époque. Mais c'est anormal de poser 7 millions, enfin voire 10 même avec les bonus, sur un joueur qui a si peu de références au niveau européen. En fait, j'aurais pensé qu'on allait investir sur des jeunes un peu comme ça a été le cas pour Opong, mais sur des jeunes offensifs à ce niveau-là, des recrues à 1, 2, 3 millions d'euros et puis aller chercher un ou deux top joueurs, que ce soit au milieu, que ce soit peut-être en défense ou en attaque, voilà, des garanties. Et là, en fait, j'ai l'impression, on a pris plusieurs joueurs qui sont, on va dire, intéressants, mais qui vont pas faire passer un step à l'équipe à court terme, et sur lesquels tu n'as aucune garantie non plus, qui vont progresser de manière suffisante à l'avenir. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est que au niveau des profils, au niveau de la stratégie, au niveau des investissements, ça aurait pu être mieux géré. Tu auras l'opportunité de développer un peu ton propos accompagné de Romain lundi soir à partir de 21 h.
On était censé faire cette émission un peu plus tôt, je l'avais teasé normalement cette semaine, mais au regard de la programmation et du fait que je pense qu'il nous fallait quand même quelques jours pour voilà, se remettre tout doucement de cette défaite au Havre, de terminer gentiment ces numéros mercato. Donc lundi soir, rendez-vous en direct sur Twitch à partir de 21h avec Bertigno et avec Romain, où on va revenir eh bien, en détail sur le mercato, les mouvements, de manière générale, arrivée, départ. Et on aura, on va dire, l'expertise tactique, technique avec Bertigno et le côté un peu inside avec Romain qui, voilà, je pense, voilà, prend son mal en patience et se réserve, je pense, pour l'émission de lundi soir. Donc, les personnes qui ont l'habitude de suivre l'émission sur YouTube, basculez sur Twitch en direct à 21h. C'est plutôt fun aussi. On parle de Charles Van Hout désormais, Vincent. Je vais rappeler un peu les éléments principaux du deal. Donc, milieu de terrain belge, on l'a dit. Tout récent international Diable Rouge sous la houlette de Rudy Garcia, 1m82, 76 kg. C'est un joueur de 98 qui va faire 27 ans, je crois, dans une dizaine de jours. Le deal, on situe entre 6 et 7 millions d'euros, contrat de 4 ans jusqu'en 2029. Neuvième recrue, déjà, Vincent, toi qui suis le championnat belge, d'une manière très brute, Charles Van Hout à l'OGC Nice, qu'est-ce que ça t'inspire avant qu'on détaille plus en profondeur le profil? Ça m'inspire une idée très cohérente pour le coup sur ce mercato parce que bah, Van Hout c'est un joueur, enfin si vous me suivez déjà un petit peu sur Twitter, ça fait depuis novembre 2024 que je le réclame à Nice. Parce que c'est le genre de joueur qui amène de l'équilibre, qui sait à peu près tout faire, qui est régulier et en fait c'est un peu le genre de joueur qui devient la pierre angulaire de ton équipe et sur lesquels les autres peuvent se reposer et se développer. Et en fait, pour moi, le milieu niçois aujourd'hui, il manquait clairement d'équilibre, que ce soit défensivement, offensivement. Voilà, il y avait trop de manque dans cet entrejeu, et je pense que sa venue va faire du bien parce que il sait à peu près tout faire. C'est un joueur qui est très très intelligent, qui a un excellent caractère, j'ai envie de dire. Voilà, il a cette réputation d'être hargneux, compétiteur, et ça aussi, ça va amener un peu d'exigence dans ce groupe qui en manque, hein, visiblement, vu les déclarations C'est récentes. ça, ouais. Donc ça va faire du bien. Je pense que pour le coup, c'est une très bonne affaire. On en parlait en off. Moi, je n'arrête pas de faire la comparaison parce qu'elle me semble évidente, mais pour moi, Van Hout, c'est un peu le Benjamin André de Belgique. Joueur qui est sous-coté depuis plusieurs saisons maintenant en Belgique, travailleur de l'ombre, et du coup, bon, bah, je suis bien content qu'il arrive chez nous parce que il va avoir ce rôle de remobiliser un petit peu toute cette équipe. Alors, le deal en lui-même, pardon, 6 à 7 millions d'euros, est-ce que ça te semble cohérent? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est sous-payé, surpayé? Tu te situes comment par rapport à ça? Je ne sais plus exactement combien d'années de contrat il lui restait avant qu'il signe chez nous. Je crois qu'il lui restait 2 ans de contrat de mémoire. Il faudra que je vérifie, mais je crois que c'était ça. Pour moi, c'est dans les règles du marché. On est sur un joueur bah, de 7 ans, donc plus forcément de grosses marges de progression, mais un joueur qui a affiché sa régularité et qui a montré qu'il pouvait enchaîner les matchs, les saisons avec beaucoup de fiabilité. Donc pour moi, on est vraiment dans la loi du marché pour un profil comme le sien qui a pas de top qualité qui vont ressortir aux yeux des observateurs, mais qui sait tout faire. Et en fait, si on se concentre sur le joueur en lui-même uniquement quand on voit un match, on se dit, ok, lui, il sait jouer au foot, il comprend le jeu, t'as rien besoin de lui apprendre forcément. Donc voilà, pour moi, c'est un bon deal et c'est très cohérent. Plus de 100 matchs, toutes compétitions confondues avec l'Union Saint-Gilloise, champion de Belgique 2024-2025. Il a également gagné la Super Coupe de Belgique en 2024, la Coupe de Belgique la même année en 2024, finaliste en 2025. 46 matchs la saison dernière, 54 matchs, toutes compétitions confondues, saison 2023-2024. C'est un joueur qui apporte des garanties. Et pour faire un peu un parallèle avec ce que tu disais au début du numéro, pour le coup, avec Yevan Diouf, on peut dire que c'est les deux joueurs qui, a priori, sont censés apporter des garanties dans ces recrues. Ouais, c'est ça, Evan Diouf, on en parlait parce qu'en Ligue 1, c'est déjà un profil déjà bien implanté, qui a fait ses preuves à Reims et donc qui suit une progression, on va dire, logique.
Bah, pour Van Out, c'est pareil. On a un joueur qui est en progression linéaire depuis le début de sa carrière, qui passe les étapes et qui, partout où il passe, en fait, s'impose et devient progressivement un peu un leader, j'ai envie de dire technique et charismatique de son équipe. Donc oui, une valeur sûre, j'ai envie de dire. Alors il y aura quand même le step en Ligue 1 parce que c'est quand même un peu plus physique, un peu plus rapide que la D1 belge. Mais pour autant, je suis pas inquiet parce que on a là un joueur vraiment intéressant, intelligent, qui je pense saura s'adapter, surtout qu'au niveau tactique, l'Union Saint-Gilloise avait des principes un peu proches de ce que Francaise met en place. Donc normalement, l'adaptation devrait pas prendre trop de temps. Justement, l'USG, ça a joué comment sur les dernières saisons où Van Out y figurait? Bah, c'est pareil, hein, c'est un 3-4-3 ou 3-5-2 selon les matchs, hein, avec un plan de jeu assez direct, beaucoup d'intensité, que ce soit dans les courses, dans les transmissions. C'est une équipe qui est très agressive, hein, qui met beaucoup d'impact, qui se projette tout le temps. Donc voilà, un jeu assez direct. Et puis Van Out, il jouait donc dans ce double pivot au milieu de terrain avec Sadiki et maintenant aujourd'hui il y a Van de Perre aussi qui jouait avec lui. Mais il avait ce rôle un peu plus de stabilisateur au milieu de terrain, garant de l'équilibre de l'équipe, garant de l'équilibre du bloc et puis voilà, un relais efficace en phase de possession aussi. Donc je pense qu'il va avoir à peu près le même rôle à Nice sous Francaise. Alors, on avait vu et lu fin juillet une déclaration de Florian Maurice qui, justement, était à la recherche à l'époque d'un profil plus physique, différent des autres milieux qu'il a dans l'effectif. Est-ce que tu considères que la venue de Van Out t'offre quand même une alternative crédible au regard des autres milieux de terrain? Oui, clairement oui. Le milieu de terrain aujourd'hui c'était un peu le point faible de l'OGC Nice. Un peu par défaut parce que on a Ndombele et Sanson qui sont blessés assez régulièrement, enfin Ndombele même de longue date. Et puis après au milieu de terrain il y avait seulement Boudaoui qui était un peu le seul titulaire indiscutable parce que Samed revient de très loin donc il va lui falloir beaucoup de temps à minima et puis pareil t'as pas forcément de garantie. Et le petit Koulibaly, 16 ans, il faut pas non plus lui brûler les ailes. Donc je pense que Van Out, à très court terme, il a nettement sa place à jouer dans cette équipe. Il a de la valeur ajoutée à lui apporter parce que c'est un profil qui n'existe pas aujourd'hui à Nice, le profil qu'il a. On a des box-to-box, on a des profils un peu plus créatifs, travailleurs, même dans la projection, mais lui, voilà, ce profil un peu stabilisateur, organisateur, on ne l'avait pas. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, on parle quand même de l'Union Saint-Gilloise qui est tenant du titre en Belgique, hein, qui va jouer donc la Ligue des Champions. Et je te pose la question comme je te l'ai posée en off. Est-ce que pour le coup, c'est une régression pour le joueur que d'atterrir à l'OGC Nice, selon toi? Alors, dans la dynamique actuelle, on peut le penser, parce que l'Union Saint-Gilloise, c'est un club qui travaille très bien et qui fonctionne très bien en Belgique, champion de Belgique, qualifié en Ligue des Champions, donc on est voilà, sur un club qui, depuis maintenant plusieurs années, s'est stabilisé à un très bon niveau. Nice, bah, c'est plus compliqué, même si en France, je pense que ça fait encore partie du top 7, top 8 indiscutable de Ligue 1 sur les 10 dernières années. Mais c'est vrai que ça peut faire penser à une régression. Après, c'est un joueur qui a 27 ans, qui découvre la sélection belge, et c'est peut-être aussi l'occasion pour lui de découvrir un des championnats du top 5. Peut-être que l'occasion ne passera plus après. Donc c'était une opportunité à saisir aussi pour lui, et je pense qu'au niveau financier aussi, il y aura forcément un gap parce que je crois qu'il touchait entre 20 et 30 000 euros par mois à l'Union Saint-Gilloise. À mon avis, à Nice, c'est à minima le double ou le triple. Donc il y a aussi cette opportunité-là. Et puis il aura plus de visibilité en France, même si c'est à Nice. Je pense que au niveau international, ça a quand même plus de rayonnement que l'Union Saint-Gilloise et le championnat belge qui est pas forcément beaucoup regardé par les observateurs classiques. Comme quoi, on peut arriver à débaucher des joueurs grâce aussi à des arguments financiers, hein. On, se... on ne savait plus que c'était possible. Vincent, par rapport au profil, on va dire un peu plus technique du joueur, tactique, tu as parlé de milieu stabilisateur. Euh, Dans Ouais. l'idée, ouais, Benjamin André, du coup, c'est quel type de milieu de terrain dans le profil un peu plus,
ouais, technique. Sur l'aspect technique, on va dire que c'est un relais simple au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il offre souvent la solution courte à ses latéraux, à ses défenseurs centraux. Pas d'excès dans son jeu. Il va pas porter le ballon sur 15 mètres, multiplier les touches de balle. Ça va être très simple. Contrôle passe, remise en une touche, orientation en une touche. Il y a pas beaucoup de déchets, on va dire, dans son jeu, mais en même temps, il n'y a pas énormément de prise de risque non plus. Pour autant, quand il a de l'espace, je trouve qu'il a un très bon jeu long. Il est capable de très bien allonger, chercher à l'opposé une ouverture. Ça, c'est un point intéressant aussi. Et après, par contre, il y a des situations où parfois il va chercher trop à jouer de l'avant. Alors, c'est peut-être les consignes aussi de l'Union Saint-Gilloise parce que c'était un jeu très direct. Mais en tout cas, il y a plusieurs situations où tu le vois remiser direct vers l'avant sur une passe moyenne de 30-40 mètres vers l'avant. Et en fait, ça crée un peu de déchets forcément, alors qu'il y a d'autres solutions devant lui. Mais globalement, voilà, c'est un joueur qui est fiable techniquement. Même sous pression, il n'est pas forcément en difficulté. Il arrive globalement à s'en sortir aussi parce qu'il est intelligent dans la façon d'utiliser son corps, de s'orienter. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais c'est un excellent tireur de coups de pied arrêtés. Que ce soit les corners, les coups francs, c'est un très très bon pied droit. Et même s'il se projette pas énormément, il a une très belle frappe de balle aussi, très pure, très sèche. Donc ça peut être une arme en plus pour Nice. Dans le système de Franquet, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des similitudes avec l'Union Saint-Gilloise. Mhm. Donc tu l'imagines être, on va dire, ce milieu de terrain plutôt avec une mentalité un peu plus défensive. Ouais. euh, et donc associé à un Boudaoui qui aujourd'hui fait figure un peu de ce milieu un cran plus haut dans le double pivot. Ouais, je pense que ce sera le cas, en tout cas à court terme. Je pense qu'il aura cette responsabilité d'être garant de l'équilibre défensif, notamment sur les transitions, où je pense que son placement, son anticipation vont faire du bien pour couvrir derrière les latéraux et derrière les milieux. Et je pense que justement, ça va libérer un petit peu Boudaoui, qui pourra peut-être se projeter un peu plus, montrer un peu plus de choses sur le plan offensif, parce que là, c'est vrai qu'il avait un peu la mission sur ce début de saison de tout faire tout seul. Même s'il a été intéressant, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour lui d'exister tout seul dans ce milieu de terrain-là. Donc voilà, en ramenant un peu d'équilibre, il va un peu libérer les joueurs autour de lui aussi. Donc ça, c'est un point positif. Voilà, il fait partie de ces joueurs qui permettent aux autres de se révéler un peu plus et de se libérer de certaines tâches. Donc ça peut être positif pour les autres joueurs aussi. Là, je vais citer Florian Maurice qui parle de caractéristiques différentes et du caractère des choses qui nous manquent aujourd'hui. On a besoin de joueurs qui s'engagent de manière quotidienne. Alors, autant c'est extrêmement valorisant pour le joueur qui vient d'arriver, autant ça pose quand même question sur l'investissement quotidien et sur la culture club. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on veut croire. Mais c'est peut-être pas le moment d'en parler. On y reviendra peut-être plus lundi soir. On a parlé des points forts du joueur, bon, qualité de coup de pied arrêté, l'état d'esprit aussi, c'est quelque chose qui ressort énormément. Mais parlons peut-être un peu plus des points de progrès du joueur. Est-ce que tu vois, voilà, tu as parlé tout à l'heure euh, du fait peut-être Lâcher aussi qu'il. trop un joueur d'avant, Ouais, parfois. ça stat peut-être pas trop aussi. Tu verrais où finalement les améliorations possibles du joueur? En effet, peut-être un peu plus de prise de risque sur certaines situations où, quand il se projette, on va dire, dans les 30-40 derniers mètres, il a la qualité technique pour trouver des passes clés. Parfois, il le fait peut-être pas assez parce qu'il n'a pas forcément confiance ou parce que c'est tout simplement pas les consignes qui lui sont données. Mais c'est vrai qu'il peut amener un peu plus sur le front offensif, on va dire, en termes de projection et de qualité de passe. Je pense aussi que par moment, il y a des situations où il va partir au pressing et du coup, partir un petit peu à contretemps et se retrouver en retard à jaillir sur le porteur. Ce qui peut faire qu'il va être, du coup en retard et pris un petit peu à contre-pied. Donc, le problème, c'est qu'il n'a pas de top qualité physique, que ce soit en termes d'explosivité, de puissance, réactivité, tout ça. Donc quand il est pris au piège sur un ou deux appuis, ça peut être difficile un peu de revenir pour lui. Donc il va falloir aussi qu'il fasse attention à ça, à gérer son timing sur les sorties, sur le pressing,
parce que ça peut mettre aussi en danger Nice par moment. Sur ce début de saison, je ne sais pas si tu partages cet avis-là, mais je trouve qu'on était en grande difficulté sur les transitions défensives. La capacité au groupe de se projeter vers l'avant, mais aussi de faire ce même mouvement. D'ailleurs, le but du Havre, le premier but, c'est sur une relance courte où on met du temps à se replacer et ça mène au 1-0. Alors, bien sûr, un joueur ne changera pas tout, mais c'est vrai que ça dénote quand même cet élément, un problème plus collectif ou d'un groupe peut-être qui aujourd'hui en manque de confiance. Oui, effectivement. Effectivement, bah, de toute façon, le groupe, Melvin Barr l'a dit, il reste que 3 ou 4 joueurs actuellement qui ont fini la saison dernière titulaires. Donc l'équipe, elle a énormément changé et les joueurs que tu as pris, actuellement, pour la plupart, ils découvrent le championnat de France. Donc il y a énormément d'automatismes à recréer, d'équilibre à trouver aussi entre les différents postes et les différents profils. Je suis pas étonné que cette équipe, elle soit en difficulté sur ce début de saison. Donc je pense que Van Out, lui, avec son expérience, son vécu et son profil, il va aider à ça. Il va aider à retrouver un peu de stabilité, un peu de calme. Et je pense que ça va aider vraiment tout le monde à se remettre un peu à l'endroit, à retrouver un peu de sérénité dans le placement, dans l'équilibre de l'équipe. Donc je pense qu'il a une vraie. En fait, le majeur apport qu'il peut amener, c'est celui-là. C'est vraiment de redonner un petit peu un équilibre à tout ce groupe. Très bien. Bon, bah écoute, par rapport aux autres recrues, alors on a parlé de Garantier, est-ce que c'est celle qui te hype le plus? Alors, je dis pas ça parce qu'il est belge et qu'il vient de la Jupiler League, mais parmi toutes les recrues, est-ce que c'est celle qui te convainc le plus? C'est celle qui me convainc le plus parce que à la fois le besoin est bien identifié, le profil est bien ciblé, l'indemnité elle est plutôt bien négociée. Je trouve que pour le coup c'est très cohérent. Là où on pouvait avoir des doutes avec Jansson ou Kevin Carlos au niveau du prix, là je pense que tu t'offres voilà, un joueur fiable qui est régulier maintenant depuis plusieurs saisons dans une écurie européenne pour pas trop cher. Donc pour moi, les voyants sont au vert concernant Charles Van Hout parce que voilà, ça coche un petit peu toutes les cases d'un transfert qui devrait apporter à l'équipe. Très bien, Vincent. Bah écoute, encore une fois, merci, hein. Tu avais fait Jumaba, Charles Van Hout. Est-ce que t'en as fait combien cet été? Écoute, j'ai T'as fait fait Jansson aussi? Jansson? j'ai fait Jansson aussi, il me semble, ouais. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. On va commencer à croire que l'OGC Nice suit tes travaux, hein, Vincent, à ce rythme. En tout cas, merci beaucoup pour ta nouvelle venue et pour ta connaissance et le fait aussi de nous renseigner, nous, supporters de l'OGIM, sur cette nouvelle recrue, cette dernière recrue. Et je le rappelle, rendez-vous lundi soir aux alentours de 21 h pour faire un grand bilan, une émission, on va dire, bilan, tout simplement, de ce mercato, parce que on a vécu pas mal d'émotions, pas forcément que du positif. Je pense que ça va être important d'évacuer un peu et surtout de clôturer définitivement cet arc et de profiter aussi de la trêve internationale pour pouvoir parler de l'OGC Nice. Vincent, merci à toi. Nous, on se retrouve très bientôt, justement, lundi soir. Et puis, prenez soin de vous. Bayetta et Sanissa. Ciao, ciao. Ciao.